sûrement un certain nombre d'entre vous connaissent Aude Mirkovic. Elle a d'abord une très belle formation en droit. Je voulais juste citer son doctorat qu'elle a passé à l'université Panthéon-Assas à Paris sur le sujet la personne humaine, étude visant à clarifier la situation en droit de l'enfant à naître. Elle a également obtenu le prix de la thèse de l'université Paris Panthéon-Assas. Elle est maître de conférences en droit privé à l'université d'Évry et elle est membre du Conseil national des universités. Enfin, comme vous le savez sûrement, elle est la porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance et membre du collectif pour l'enfant et de la famille de République. Elle a publié un certain nombre d'ouvrages, je vous les liste rapidement. La notion de personne, étude visant à clarifier le statut juridique de l'enfant à naître, droit civil, personne, famille, panorama du droit, l'essentiel de la bioéthique, mariage des personnes de même sexe, la controverse juridique, PMA, GPA, la controverse juridique après le mariage pour tous, l'enfant pour tous, le don de gamètes, droit de la famille et des personnes, le droit et le juste, questionnement de genre chez les enfants et les adolescents. À côté de tous ces sujets très sérieux, elle est aussi romancière. Elle a écrit un roman que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies qui s'appelle En rouge et noir. Donc merci Aude d'avoir accepté de venir, d'avoir accepté aussi de faire ça en fin de matinée. Et vous allez voir, vous n'allez surtout pas vous endormir, au contraire, parce qu'elle a un talent extraordinaire. Je lui laisse la parole, donc elle abordera le sujet, le droit en phase avec la fertilité au naturel. Merci Aude. Merci Patrick, merci à tous pour votre invitation. Alors je ne vais pas laisser traîner le suspense, surtout que je vois que comme l'heure a avancé beaucoup, il faut quand même activer le mouvement, si j'ai bien compris. Donc à la question, le droit est-il en phase avec la fertilité au naturel? La réponse est non. C'est-à-dire que la fertilité au naturel, en réalité, n'intéresse pas le droit. Et la loi, elle s'intéresse à la procréation artificielle, à l'assistance médicale à la procréation. Et les lois successives ont, ont toutes en commun d'avoir systématiquement élargi le recours à la procréation artificielle. Donc, comme vous le savez, les méthodes d'assistance médicale à la procréation ne restaurent pas la fertilité. Elles contournent l'infertilité en fait en organisant la conception de l'enfant autrement, en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Alors en deux mots, que dit le droit? Aujourd'hui en France, eh bien, la dernière loi en date, c'est la loi de 2021, donc de révision de la bioéthique, les premières datées de 1994. Et concrètement, le droit, donc la loi organise le recours à l'insémination artificielle ou à la fécondation in vitro, avec ou sans donneur au singulier ou au pluriel, au bénéfice de qui? Eh bien, de couples composés d'un homme et d'une femme, ou de couples de femmes, ou de femmes non mariées, dit la loi. Donc, autrement dit, tout le monde peut recourir à l'AMP. Il suffit d'avoir un projet parental. Maintenant, la loi dit ça. L'assistance médicale à la procréation répond à un projet parental. Et donc, vous voyez, quand j'ai tout le monde, c'est y compris des couples hommes-femmes fertiles qui peuvent, s'ils le souhaitent, recourir à l'AMP. Les seules conditions étant d'être vivant et en âge de procréer. Bon, sachant que, donc voilà, donc en gros, la seule chose qui n'est pas accessible aujourd'hui, c'est la PMA post-mortem et la PMA pour les enfants et la PMA pour les vieux, si voilà, hein, en gros. Mais il y a des demandes en ce sens, il y a déjà eu des procès intentés à l'Agence de la biomédecine par des hommes âgés notamment qui voulaient avoir des enfants par insémination artificielle avec leur conjointe beaucoup plus jeune, elle. Bon. Alors, j'ajoute que la loi organise également la conservation des gamètes, non plus seulement dans le but de préserver la fertilité lorsque celle-ci était menacée par un traitement ou autre, mais ce qu'on appelle l'autoconservation des gamètes, donc les ovocytes comme les spermatozoïdes, en vue de réaliser plus tard une PMA. Alors, la GPA, la gestation pour autrui, elle est interdite en France. Bon, la France accepte d'être mise devant le fait accompli des GPA qui sont réalisés à l'étranger. Je n'insiste pas, je pourrais répondre à des questions sur tout ça si vous le souhaitez, mais je préfère avancer. Donc, je vais parler ici
plutôt de la PMA, sachant que la gestation pour autrui comporte des aspects spécifiques, mais tout ce qu'on dit sur la PMA vaut pour la GPA, hein, en règle générale, avec des problèmes en plus. Alors, moi, mon rayon, c'est la loi, hein, puisque je suis juriste, tout en étant bien consciente que la loi, ce n'est qu'un aspect de la question. Enfin, je passe ma vie à essayer de convaincre législateurs et juges que la loi est hyper importante, mais enfin, il faut reconnaître que la loi donne des possibilités, mais ensuite, chacun prend ses propres décisions, fait ses propres choix en toute liberté et en toute responsabilité. Donc, euh, la loi va nous aider à prendre de, entre guillemets, bonnes décisions, ou alors va rendre certaines décisions, certains choix beaucoup plus difficiles, parfois même héroïques. Donc la dimension hein, législative est importante. C'est vrai que quand on n'a pas accès à une technique, on sait qu'elle existe, mais on n'y a pas le droit. On n'y a pas accès, elle n'est pas encadrée, elle n'est pas autorisée, elle n'est pas légale. Bon, eh bien, c'est plus facile d'y renoncer. En revanche, lorsque tout est offert sur un plateau, qui plus est pris en charge par l'assurance maladie, c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile justement de faire œuvre de discernement et de pouvoir éventuellement même, même écouter ses propres convictions quand on en a. Alors quand on n'en a pas, encore plus. Hein, là, j'y reviendrai, mais aujourd'hui, depuis la loi 2021, moi, j'ai fait quand même j'ai fait plusieurs colloques pluridisciplinaires avec des gynécologues qui pratiquent donc la MP, la PMA, et eux-mêmes disent tous qu'en fait, ils sont effarés par les demandes qu'ils reçoivent, auxquelles ils ne peuvent pas dire non, n'osent pas dire non, ils ne savent même pas trop s'ils peuvent ou pas. Et voilà le gros contingent là qui arrive depuis 2021. Ce sont des jeunes filles, 18 ans, pétantes. Elles sont chez le gynéco. Je veux une PMA avec donneur. Je ne veux pas d'homme. C'est bon, ma mère en a eu je ne sais pas combien. J'ai vu ce que ça donne. Moi, il n'y aura pas d'homme dans la vie de mon enfant. Et donc, voilà, des jeunes filles, 18 ans, qui veulent des PMA avec donneur. Bon, ce n'est qu'un seul exemple. Voilà, et donc, et même une femme avec éventuellement l'idée qu'un enfant se fait à deux, qu'il a besoin d'un père, etc., voyant le temps passer, eh ben, il peut devenir très difficile de trouver la ressource pour se dire, bah, en fait, j'ai la possibilité d'avoir un enfant avant qu'il soit trop tard, et en fait, pourquoi je le fais pas, quoi. Voilà, il faut se chercher des vraies raisons de pas le faire, alors que c'est vrai que tant que la possibilité n'existe pas, bon, eh bien, il y a une, une aide hein, à la décision qui est apportée par le droit. Alors, donc, la loi aujourd'hui ouvre très largement la PMA. Il n'y a pas de débat parlementaire en cours hein, pendant plusieurs années, de nombreuses années. Hein, les topos sur la PMA, en fait, consistaient à commenter les projets en cours, justement pour donner des éléments de discernement, pour voir si c'était une bonne idée, une mauvaise idée, pourquoi, etc. Bon, maintenant, il n'y a pas de débat parlementaire en cours. La loi de 2021 a ouvert largement la PMA. Et du coup, l'avantage, c'est que ça donne la possibilité de prendre un peu de recul et de réfléchir, y compris en termes juridiques, sur la PMA en elle-même et pas seulement sur l'ouverture aux couples de femmes, l'ouverture aux femmes célibataires, l'autoconservation, je sais pas quoi. Hein, donc de prendre un petit peu le temps de revenir sur la PMA en elle-même. Alors, le principe de la PMA, de toutes les PMA, c'est la dissociation entre la procréation et la sexualité, entre l'union des personnes, l'union sexuelle des personnes et la procréation. Ensuite, chacune des modalités particulières de la PMA va apporter avec elle son lot de questions, de difficultés et d'éventuelles réponses. Donc évidemment, selon qu'on utilise déjà, selon qu'on a une insémination artificielle ou une fécondation in vitro, il n'y aura pas les mêmes enjeux. Simplement parce que la fécondation in vitro va susciter des embryons surnuméraires, éventuellement conservés, alors qu'on n'a pas ce problème dans l'insémination artificielle. Lorsqu'on utilise des donneurs ou non, eh bien, si on ne fait pas appel à des donneurs, on a en moins le problème de la filiation et de l'accès éventuel de l'enfant à ses origines. Si les deux membres du couple sont vivants, c'est vrai qu'on n'a pas la question de la filiation de l'enfant et d'un éventuel héritage. Donc voilà, chaque modalité de la PMA va apporter avec elle des questions spécifiques,
Mais en attendant, toutes les méthodes de PMA ont en commun ce qui est le principe même de la PMA, à savoir donc cette dissociation entre la sexualité et la procréation. Et pour partir de là, je vais m'aider dans notre réflexion d'un petit paragraphe du rapport du Conseil d'État qui a été rendu en 2018, justement en prévision de la révision de la loi bioéthique, celle donc, que nous avons maintenant depuis 2021. Parce que je trouve que le Conseil d'État a une manière de condenser la question. Franchement, je ne peux pas faire mieux. Donc, autant aller à la source. Donc, je cite, « En permettant de s'affranchir du cadre naturel de la conception, ces techniques, donc insémination artificielle et FIV, ont d'emblée soulevé d'épineuses questions éthiques. En dissociant sexualité et procréation. » Voilà, on peut pas dire plus clairement que le principe, c'est ça, la dissociation entre la sexualité et la procréation. Donc, en dissociant sexualité et procréation et en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques. Bon, je ne pense pas que je me serais moi-même permis de dire que la PMA faisait de l'enfant le produit de technologies scientifiques. Mais pourtant, c'est la réalité. Et cette dissociation entre procréation et sexualité, en fait, fait passer de la procréation humaine à la production technologique de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas le but, mais c'est le moyen accepté. C'est que l'enfant apparaît comme le produit d'une manipulation technique, le produit d'un acte technologique. Et donc, rien que ça interroge déjà en termes de compatibilité avec la dignité humaine, pour prendre un concept qui soit à la fois juridique mais en même temps très grand public, puisque eh bien voilà, l'enfant est un produit. Et produire l'humain, fabriquer l'humain, est-ce que... voilà, moi je n'ai pas d'éléments implacables à donner, mais enfin je pose la question parce que ça mérite réflexion. Est-ce que cette fabrication de l'homme est justement un mode de venue au monde adapté aux intéressés, à savoir l'homme? Et cette production de l'humain, en fait, je trouve qu'elle est particulièrement visible lorsqu'on a affaire au fameux stock. Déjà, rien que le mot stock est évocateur, des embryons surnuméraires, puisque, comme vous le savez, dans le cadre des FIV, afin d'améliorer la rentabilité et eh bien, on a pris l'habitude en France de fabriquer, voilà, encore un terme évocateur, des embryons en surnombre, de les congeler et de les garder en réserve pour le cas où une première implantation ne prend pas. Et donc là, on voit qu'on a tout ce vocabulaire, justement, du stock, de la conservation, de la fabrication, de la sélection, qui est plutôt le vocabulaire de l'industrie, et qui interroge. Et on se retrouve donc avec ces petits embryons qui sont congelés, qui sont à l'origine de problèmes, y compris juridiques, enfin bien sûr humains, avant tout humains, mais aussi juridiques inextricables, parce que concrètement, personne n'a de solution. On ne sait pas quoi faire des embryons congelés, et aucune solution n'est satisfaisante. Les couples reçoivent chaque année la petite lettre du SECOS leur demandant qu'est-ce qu'ils veulent faire de leurs embryons. Les détruire, les donner à un autre couple. Alors, la loi parle d'accueil par un autre couple, justement pour éviter le mot don, qui est le vocabulaire du droit des biens. Mais vous voyez déjà comme c'est compliqué. Les donner, donc, ou les faire accueillir par un autre couple, les donner à la recherche, ou alors les détruire. Et en réalité, ou bien alors justement les conserver, mais jusqu'à quand et pourquoi? Et donc, déjà, même lorsque tout s'est bien passé dans le monde de la FIV et que le couple a eu les enfants qu'il voulait et qui ne sont pas morts, qui ne sont pas séparés, eh ben, ils se retrouvent avec cette situation inextricable de leurs embryons congelés. Et alors, en plus de ça, si un des deux décède, ou si le couple se sépare, ou s'il y en a un qui change d'avis, eh bien là, on va avoir des litiges qui sont vraiment dramatiques. D'ailleurs, en dehors de ces litiges, même pour les embryons qui ensuite vont être décongelés et implantés et qui vont venir jusqu'à la naissance, la façon dont ces petits individus sont traités interroge quand même sérieusement à nouveau en termes de compatibilité avec la dignité humaine. Et moi, je suis convaincue que d'ici quelques temps,
la congélation des embryons sera reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Le truc, c'est que jusqu'à présent, aucune victime ne s'est plainte de sa phase de congélation, mais un jour ou l'autre, ça viendra. C'est-à-dire que, encore, pour qu'on réalise le dommage, il faut que des victimes se plaignent, ou alors que du monde parle pour elles. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais quand on réfléchit, le dommage psychologique qu'on inflige à des êtres humains dont le développement se retrouve suspendu dans le temps. Rappelez-vous, là, il y a 2 ou 3 ans, aux États-Unis, un bébé est né qui avait été congelé pendant 25 ans. Voilà. Même dans les fratries, on a même en termes de positionnement, déjà dans le positionnement d'une génération à l'autre, et y compris dans une même génération dans la fratrie, on commence à avoir des retours justement des difficultés que ça peut engendrer pour les enfants de se positionner les uns par rapport aux autres, alors qu'en fait, ils ont tous le même âge, en théorie, et en réalité, ils n'ont pas tous le même développement, parce que certains ont été justement suspendus leur développement. Bref, je vais continuer avec le Conseil d'État. Donc, en dissociation sexuelle, là, je voudrais juste, vous voyez, avec vous, faire le tour, en fait, un petit peu de toutes donner des éléments de discernement sur les difficultés dans lesquelles sur les difficultés qui sont liées à ces techniques, parce qu'il est vrai que les personnes qui y recourent, en fait, sont aveuglées par le désir de l'enfant et la souffrance qui peut en résulter éventuellement. Et donc, il ne faut pas compter sur elles pour être en capacité de peser tous les tenants et aboutissants des techniques qui leur sont proposées. Même visiblement pour les médecins, il semble que ce soit assez compliqué. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le boulot du législateur de faire ça, de peser les revendications à l'aune des besoins fondamentaux de tous, des droits, de la dignité humaine. Tout ça, normalement, c'est le travail du législateur. Mais vu que le législateur n'a pas fait son travail, eh bien, justement, ça revient aux simples citoyens que nous sommes de le faire. Mais voilà, mais il s'agit là, assez rapidement, je vais passer avec vous un petit peu en revue les quelques aspects liés à la PMA qui sont sources de réflexion. Donc, comme je vous l'ai dit, pour nous y aider, je continue avec le Conseil d'État. Donc, en dissociant sexualité et procréation et en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques, n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation ? Si, carrément, ça, on s'en rend compte toujours. C'est que, évidemment, à partir du moment où on s'affranchit des conditions, des limites posées par la nature pour avoir un enfant, dès lors que la technologie en fait permet de concevoir un enfant en dehors justement de ce processus naturel, et bien du coup l'enfant est revendiqué par tout le monde. Et il fallait être bien naïf pour penser à l'origine pouvoir circonscrire ces techniques. Donc moi ça me fait plaisir quand je vois René Friedman qui dit qu'il est complètement dépassé, que quand je vois tous ces médecins PMistes qui disent que là ils sont désemparés. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était aider des gens à être heureux, à avoir des enfants, mais en fait, qu'ils ne voulaient pas fabriquer des orphelins, ni fabriquer et que c'est pourtant ce qu'ils sont en train de faire. Je dis, écoutez, bon, c'est tant mieux, parce qu'après tout, chacun opère une prise de conscience à son heure, et tout le monde n'a pas reçu la même formation à l'origine. Mais enfin, il fallait quand même être sacrément naïf pour penser qu'on allait pouvoir fabriquer des enfants dans des éprouvettes, et ensuite réserver cette possibilité à une certaine catégorie de personnes. Bon, et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que la revendication de procréation est illimitée et d'une certaine manière, c'est normal. Pendant les débats parlementaires, on a discuté de la PMA post-mortem. Mais en fait, si on adhère à la loi aujourd'hui, on est pour la PMA post-mortem. Enfin, une veuve peut se faire inséminer par un parfait inconnu pour faire un enfant sans père, et elle ne peut pas utiliser le sperme de son mari décédé. C'est complètement ridicule, c'est absurde. À tout prendre pour l'enfant, il vaut mieux avoir un père décédé qui existe dans la conscience de la mère, dont on a la photo sur la cheminée, qui lui donne un nom, qui l'inscrit dans une généalogie. Bon, mais en fait, le truc, c'est qu'évidemment, il ne faut pas prendre appui sur l'existence de la PMA pour les femmes seules pour justifier la PMA post-mortem. C'est que justement, ce refus un petit peu ce réflexe finalement de bon sens, de dire non, on ne fait pas d'orphelins, devrait nous faire réaliser qu'a fortiori, on ne fait pas d'enfants sans père du tout, bien sûr. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on accepte justement de dépasser certaines limites, eh bien, toute limite posée, si elle n'est plus la limite de la nature, la limite est arbitraire. C'est la limite qui découle d'une décision arbitraire.
Et en tant qu'arbitraire, évidemment, elle n'est supportée par personne, et c'est bien normal. Alors, donc n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation? Si. Comment circonscrire dans ces conditions le désir que l'enfant soit, sinon parfait, du moins le moins imparfait possible? Et là, ça permet de rappeler, hein, ce que vous savez sans doute, vous avez bien plus conscience que moi, ce lien intrinsèque qui existe entre la PMA et l'eugénisme. Et là, pour expliquer ça, je vais m'appuyer sur un autre des pionniers français de la PMA, Jacques Testard, cette fois-ci, qui explique à qui veut l'entendre, il y a des conférences très intéressantes de lui sur Internet, justement que qu'on le veuille ou non, la PMA est en soi et définitivement liée à l'eugénisme. Et en fait, on ne peut pas faire autrement. Et pourquoi? D'ailleurs, il dit que en fait, pour lui, la PMA, les couples infertiles, tout ça, c'est du blabla. En fait, la PMA a pour but le transhumanisme et que c'est la première marche, justement, de pouvoir... en fait, il explique que ça peut séduire quelques personnes, l'histoire de modifier génétiquement des embryons. Mais en fait, c'est beaucoup trop risqué. Personne ne voudra faire ça. En revanche, ce qui est beaucoup plus sûr, c'est de fabriquer 300 embryons et de choisir celui qui vous convient. Ça, c'est bien plus safe que de corriger un embryon défectueux. Bon, bref. Et même, il a dit carrément que en termes d'eugénisme, Hitler était un gamin en culotte courte par rapport aux possibilités qu'offre aujourd'hui la technologie, hein. Donc, c'est quand même fort. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que la PMA organise des situations de choix. On a 10 embryons sur la paillasse de laboratoire, là, et on va en implanter un ou deux. On a des candidats donneurs, et on va en choisir un ou deux ou trois. Donc, à partir du moment où on choisit, il faudrait être complètement idiot pour aller prendre l'embryon qui a un problème ou le donneur qui a des antécédents médicaux chargés ou je ne sais pas quoi. Donc, bien sûr que dès lors qu'on a le choix, eh bien, on va sélectionner. Et dès lors qu'on a la possibilité de sélectionner, eh bien, c'est très difficile d'y résister. Et même d'une certaine manière, très vite, on se retrouve même des parents irresponsables si on ne choisit pas les meilleurs enfants, ceux qui ont le plus qui arrivent dans la vie avec le plus haut potentiel, avec le plus grand nombre de capacités. Ça va très vite. Et c'est quasiment impossible de ne pas utiliser les possibilités de choix qui sont offertes par la technologie et en plus les situations de choix qui sont imposées même par les processus de PMA. Alors, on continue. Donc, comment... Parce qu'en fait, nous, en France, on ne s'en rend pas tellement compte parce que, mine de rien, la PMA est quand même... la sélection des embryons, tout ça, on n'a pas le choix de son donneur, on ne peut pas se pointer au sécos avec son donneur, on n'a pas le catalogue des Danois avec le pédigré, les photos à 6 mois, 2 ans, 8 ans, 16 ans, 40 ans, pour voir, bon, 40 ans déjà c'est trop vieux, mais bon, pour voir, on n'a pas tout ça, donc on ne se rend pas compte en fait des possibilités en effet de choix qui existent, mais elles sont absolument illimitées. Donc je continue, toujours guidée par le Conseil d'État. Comment appréhender du point de vue de l'établissement de la filiation et de l'accès aux origines l'intrusion d'un tiers? Donc moi aussi, je n'aurais pas employé le mot intrusion. Je cite, l'intrusion d'un tiers à travers un don de gamètes dans la relation entre l'enfant et le couple ayant eu recours à ces techniques. Alors la PMA avec donneur, le recours à des donneurs, c'est une injustice en soi. Pour l'instant, le Conseil d'État envoie balader les personnes nées de dons de gamètes et la Cour européenne des droits de l'homme vient de faire la même chose, mais un jour ou l'autre, ils vont gagner parce qu'ils ont raison. Le recours à la conception par donneur, c'est une injustice. D'un point de vue juridique, il y a des tas de raisons de le dire, à commencer par la Cour européenne des droits de l'homme elle-même, qui dit que le droit à la vie privée comporte le droit à l'identité, lequel comporte, c'est écrit noir sur blanc dans je ne sais pas combien de décisions, le droit de connaître ses origines et de les voir établies, le droit de connaître la vérité sur sa filiation, de connaître sa filiation biologique et de l'avoir reconnue. Bon, tout ça, c'est dit, sauf pour les personnes issues de donneurs. Donc, on se demande vraiment pourquoi. Est-ce que cette différence de traitement existe? En France, l'action en recherche de paternité a été ouverte en 1912 aux enfants nés hors mariage. Tout le XXe siècle a eu pour office d'ouvrir de plus en plus largement cette action à tout le monde. Ça a été, d'ailleurs c'est le cas, il n'y a plus aucune condition d'ouverture de l'action en recherche de paternité. Bon, en fait, essentiellement, pourquoi est-ce qu'elle était fermée avant? C'était surtout parce qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité de prouver la paternité biologique. Et c'est vrai qu'avec l'expertise biologique, aujourd'hui, ça a été vraiment l'élément qui a
qui a emporté le morceau pour ouvrir. Avant, il y avait des conditions. Il fallait que le père prétendu ait vécu en concubinage avec la mère, tout ça, pour rendre un peu crédible la revendication. Aujourd'hui, il n'y a plus de conditions, simplement des délais. N'importe qui peut engager une action en recherche de paternité contre n'importe qui. Et ensuite, c'est la preuve ADN qui va départager. N'importe qui, sauf les personnes issues de donneurs. Donc on a vraiment une différence de traitement qui est une vraie injustice, mais même au-delà du droit, pour réaliser... Donc en fait, la loi de 94 a réintroduit en droit français des enfants interdits d'action en recherche de paternité. Donc pour une loi progressiste, c'est quand même la meilleure. Mais en dehors de cet aspect proprement juridique, c'est très facile de comprendre l'injustice qui frappe les enfants. Parce que s'il est vrai que... Enfin, la filiation ne se réduit pas à la biologie. Ce qui fait le père, c'est pas le fait d'avoir fourni le spermatozoïde. S'il est vrai, comme l'ont répété les ministres à longueur des débats parlementaires, que le géniteur n'a rien à voir avec un père, etc. Dans ces cas-là, lorsqu'il y a des erreurs, des prouvettes dans les PMA, et qu'une femme en processus de PMA avec son conjoint se fait inséminer par un autre homme que son conjoint, ou carrément implanter un embryon qui vient d'un autre couple, en fait, ça ne devrait pas être un problème. Eh ben, il semble que ce soit plus compliqué que ça, parce que pour les couples concernés, c'est un véritable drame, à tel point que si on en croit les données de l'Agence de la biomédecine en France, eh bien, il semble que dans la totalité des cas, les gens préfèrent avorter. Donc ils préfèrent ne pas avoir d'enfant du tout, plutôt d'avoir un enfant qui est issu d'un autre couple. Et on voit régulièrement, il y a des faits divers, hein, des cas où justement dans une famille, par hasard, à l'occasion d'un examen médical ou d'autre chose, en fait, on se rend compte que l'enfant qui était soi-disant issu du père, enfin du mari, et ben en fait, il y a une erreur à l'hôpital et il est issu d'un autre homme. Et c'est un cataclysme dans les familles. C'est un véritable cataclysme. Alors pourquoi, d'un coup de baguette magique, pour les personnes issues de PMA, bah pour elles, ce serait complètement indifférent d'avoir comme parent leur géniteur ou quelqu'un d'autre. Donc je dis pas que le fait d'être issu d'un donneur, ça condamne qui que ce soit à rater sa vie, hein, bien sûr, heureusement. N'empêche que c'est une injustice objective qui est faite à ces personnes. Et d'ailleurs, les témoignages, pour ceux qui s'expriment aujourd'hui, nous ont carrément largement ouvert les yeux sur ce préjudice. Alors, la loi de 2021, elle a été encore plus loin parce qu'on est passé de l'effacement du... Bon, je vais prendre le don de sperme parce que c'est plus simple, mais enfin, on pourrait dire la même chose du don d'ovocytes. Hein. On est passé de l'effacement du père biologique à l'effacement de la lignée paternelle tout court, hein, puisque aujourd'hui on a la PMA pour une femme seule ou pour des couples de femmes, ce qui va bien sûr bien plus loin, parce que les adultes, hein, les jeunes adultes issus de dons de gamètes, pour ceux qui s'expriment jusqu'à présent, ils étaient quand même assez clairs sur le fait qu'ils ne recherchaient pas dans leur donneur un père, parce que disaient-ils, un père j'en ai déjà un, c'est mon père légal, celui qui m'a éduqué, qui m'a élevé, tout ça. Donc la filiation ne se réduit pas à un donné biologique. Ça ne veut pas dire que le donné biologique n'a aucun intérêt. Mais les enfants à venir des PMA, justement, sans père, bah, eux, ils ne pourront pas en dire autant. Un père, j'en ai déjà un, parce qu'ils n'en auront pas. Et donc, il n'y a pas besoin d'une boule de cristal à nouveau, là, pour prévoir que sur le lot, certains vont rechercher chez le donneur le père qui leur manque. Et d'ailleurs, peut-être avec l'accord du donneur. Hein. Et puis, en plus de ça, même pour ceux qui étaient très clairs sur le sujet, comme Arthur Kermavelsen, par exemple, qui a médiatisé la recherche de son donneur, il disait bien, hein, il a dit à la presse, il a écrit dans ses bouquins, je ne cherche pas un père, j'ai déjà un père, je cherche juste, je veux mettre un visage. Bon ben, à la fin de son deuxième bouquin, là, le fils, c'était beaucoup moins clair, parce que déjà, il appelait son donneur son père biologique, et maintenant, dans les interviews, il parle de son père adoptif pour le père légal. Donc voilà, même pour lui, qui était très clair sur ce point à l'origine, bah, finalement, on voit bien que c'est en fait très complexe quand même. Alors, en plus de ça, non seulement il y a la privation d'une des branches de la filiation de l'enfant, mais la loi, au passage, intègre la double filiation maternelle. Alors, on avait déjà les doubles filiations maternelles ou paternelles depuis la loi de 2013 sur le mariage et l'adoption pour les personnes de même sexe, mais c'est vrai que c'était des filiations adoptives. Donc, d'une certaine manière, dans le Code civil, le titre sur l'adoption, c'est le titre 7, et le titre 6 sur la filiation lui-même n'était pas impacté. Alors, comme ce n'est pas possible que le même mot ait des significations complètement différentes, déjà, le simple fait d'admettre deux pères ou deux mères, même adoptifs, ça mettait quand même une confusion dans le droit. Mais là, maintenant, avec la loi 2021, on a une double filiation maternelle dans le titre 6 sur la filiation. Hein, donc, ab initio. Eh bien, en fait, ça bouleverse le sens de la filiation. Et je dis en deux mots, pourquoi ?
Parce que nous dit la filiation? La filiation, elle découle de l'acte de naissance qui dit à chacun de qui il est né. Alors, cette naissance à laquelle la filiation renvoie, elle n'est pas forcément biologique et elle peut être aussi symbolique, notamment en cas d'adoption, mais aussi de façon beaucoup plus courante à chaque fois qu'un homme n'est pas le père biologique de l'enfant, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Mais cette dimension symbolique de la filiation, elle peut se mettre en place si les parents offrent un cadre parental cohérent au regard du schéma naturel pour la procréation. Et donc à partir du moment où on admet 2 femmes comme mères de l'enfant, la filiation nouvelle formule, fondée sur la volonté et non plus en référence à l'engendrement dans l'enfant, cette filiation nouvelle formule, elle ne dit plus à chacun de qui elle est née. Alors elle lui dit quoi? Il y a quand même une réalité, hein, il y a 2 femmes qui ont un enfant, qui l'élèvent, etc. La filiation dit à chacun de qui sont ses responsables légaux. Voilà. Et donc les parents se retrouvent un peu comme des tuteurs, responsables légaux, qui ont la qui ont tout, qui ont l'autorité parentale, qui jouent le rôle éducatif des parents, mais qui n'ont pas ce statut parental de donner à l'enfant sa généalogie, de lui donner sa filiation. Voilà. Et donc c'est un appauvrissement pour tous, parce que on s'en rend pas compte encore, parce qu'il faut un petit peu de temps. Mais je vais juste donner un petit exemple. À partir du moment où la loi s'écarte de la référence à la réalité pour se fonder sur la volonté, que devient l'action en recherche de paternité? Il y a déjà plusieurs fois des hommes qui se sont plaints de se voir imposer une paternité biologique non voulue. Pour l'instant, la Cour de cassation a rejeté ils invoquaient une question prioritaire de constitutionnalité, donc contrariété à la Constitution et en particulier au principe d'égalité. Et la Cour de cassation a rejeté toutes ces requêtes pour défaut de caractère sérieux. Mais une fois qu'on a les travaux parlementaires qui justement disent que la paternité n'a rien à voir avec la biologie et que le fait d'avoir fourni un spermatozoïde, ce n'est pas ça qui fait le père, ça devient tout à fait sérieux justement de refuser une paternité non désirée. On ne peut pas dire à la fois que la filiation n'a rien à voir avec la biologie et qu'elle est une question de projet parental et imposer une paternité à un homme qui n'a pas de projet parental. Un jour ou l'autre, ça va plus être possible. Donc là, pour l'instant, on est encore un peu en tâtonnement. Mais vous voyez, en fait, ça a des conséquences sur tout le monde. Alors, je m'arrête là, parce que le temps a passé. Donc, vous voyez quand même, c'est intéressant, le Conseil d'État est capable, en 3 lignes, de faire le tour de tous les problèmes. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de son rapport? Feu vert pour l'ouverture encore plus large de la PMA. Donc, en fait, là, on assiste à une... Il y a une capacité quand même à voir les difficultés, mais il y a une incapacité à en déduire la moindre conséquence pratique. Donc j'espère que ces quelques éléments de discernement pourront nous y aider et aider les autres à faire des choix peut-être un petit peu plus raisonnables. Je vous remercie. Merci Aude. Il nous reste 10 minutes pour les questions et on est pile dans les temps. Donc il y a Paul et moi qui avons un micro pour ceux qui souhaiteraient poser des questions. Cher Aude, comme juriste, je ne peux pas résister à l'envie de te poser une question. Tu nous as tendu une perche sur la GPA avec les récentes annonces du président Macron sur la natalité. Quels sont les instruments juridiques, toi qui es très informé, quels sont les instruments juridiques auxquels nous pouvons nous attendre? Est-ce qu'il y a un risque que ce soit un cheval de Troie pour la GPA en France? Et pour aller encore plus loin dans cette question, est-ce que les récents développements au Parlement européen, que je maîtrise mal, parce que je suis moins à l'actualité juridique, peuvent définitivement fermer la porte, ou est-ce qu'il faut se préparer, y compris se préparer socialement à résister à ça? Alors, il n'y a rien de juridique qui nous attend dans les annonces de Macron, c'est que de la politique. Parce que le droit s'oppose totalement et définitivement à la GPA. Donc, juridiquement, je sais pas ce qu'il y a, en fait, il faut retourner l'argument qu'on nous sert depuis des années, mais enfin, la GPA concerne quelques cas, c'est complètement minoritaire, ça ne met absolument pas en danger. Bon, si ça concerne quelques cas, ça ne va pas faire remonter la natalité dans ce cas, n'est-ce pas? C'est pas une bonne idée. Et je ne sais pas, normalement, franchement, d'un point de vue politique, je ne pense pas qu'on va avoir la GPA maintenant avec ce mandat. Mais en fait, on sait très bien que c'est dans les tuyaux. Mais enfin, vous savez, en 2009, le Sénat a rendu un rapport signé unanimement par toute la droite et toute la gauche de l'époque, 2 propositions de loi identiques pour légaliser la GPA. C'était plié. C'était les premières affaires Menson, donc les premiers cas où on avait des enfants qui arrivaient de l'étranger nés de GPA. Les sans-papiers de la République, c'était la grosse émotion.
Et franchement, à ce moment-là, normalement, donc on avait les groupes parlementaires qui avaient, de façon symbolique, chacun rendu leur rapport avec la même proposition de loi. Enfin, c'était quand même l'union sacrée. Là, on n'a plus ça aujourd'hui. Ils sont même plus capables de faire ça. D'ailleurs, c'est tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, c'était plié. Bon, nous sommes en 2024 et on l'a toujours pas, parce que mine de rien, quand même, ça résiste. Et que une fois retombé le temps de l'émotion, il y a quand même eu pas mal d'opposition. Et là, visiblement, ils se sont dit que ça allait pas tout faire en même temps. Bon, mais donc, moi, je ne pense pas que la GPA soit une fatalité. Et c'est pas du tout terminé. Et je ne sais pas quel est. Vous savez, on se heurte à un mur idéologique. Donc, je ne sais pas quel est le moment où il va y avoir une fissure. Moi, je pense que je travaille sur plein d'autres sujets. La transidentité chez les enfants, c'est une bonne fissure, ça. À mon avis, c'est peut-être là parce que c'est le jour où on arrive à enlever une carte en bas du château. Après ça, les unes après les autres, bah, l'effet domino va se faire à l'envers, quoi. Hein. Donc, d'une certaine manière, moi, je suis quand même très optimiste parce que, eh bien, de toute façon, c'est comment dire, d'un point de vue juridique, tout ça ne tient pas la route. La PMA avec donneur, c'est un scandale juridique en soi. Je ne sais même pas comment, qu'en 94, on a pu légaliser ça sans le moindre débat, parce qu'il n'y a même pas eu de discussion à ce sujet. C'est ça qui est incroyable. L'émotion a complètement pris il s'agissait de donner la possibilité à des gens d'avoir des enfants, et tout le monde allait être heureux, ça allait être génial. Bon, mais maintenant, je trouve que les gens sont quand même beaucoup plus lucides. Donc, enfin, on est un peu moins aveuglés par les projets. Donc, après ça, sur l'Europe, il y a deux trucs en même temps au niveau européen, de l'Union européenne. Il y a un projet de règlement sur la reconnaissance des parentalités, des filiations transfrontières et le certificat de filiation européen qui donc obligerait, soi-disant pour faciliter la libre circulation des citoyens en nom de l'Union européenne, ils n'ont tellement pas trouvé de cas où des enfants étaient empêchés de circuler en raison de la non-reconnaissance de leur filiation qu'ils ont été obligés d'inventer des cas fictifs dans l'exposé des motifs du projet de règlement, donc on voit. Et, et donc là, il s'agit de dire qu'une filiation établie quelque part est automatiquement reconnue ailleurs. Donc, quelle que soit la manière dont cette filiation a été obtenue, et donc y compris par GPA. Donc ce projet de règlement, mais enfin, il a l'air quand même assez mal parti. Je pense tout est possible, et il semblerait qu'il ne soit pas adopté, en tout cas pas cette fois-ci. Et sinon, la deuxième chose qui est en cours dans l'Union européenne, c'est un projet de révision de la directive européenne sur la traite des êtres humains, et qui prévoit en l'état d'introduire dans les cas minimums de traite, donc les cas que les États doivent obligatoirement sanctionner au titre de la traite, qui prévoit d'introduire la gestation pour autrui. Alors, avec une formule assez ambiguë, je crois qu'à ce stade des négociations, ils sont arrivés à la gestation pour autrui à des fins d'exploitation. On avait déjà eu la gestation pour autrui à des fins d'exploitation reproductive ou l'exploitation reproductive de la GPA. Et donc, on peut se dire, ah, mais oui, mais alors la gestation pour autrui à des fins d'exploitation, ça laisse entendre qu'il peut y avoir une gestation pour autrui qui ne soit pas à des fins d'exploitation. C'est vrai que la formule n'est pas idéale, mais enfin, le simple fait qu'une directive européenne sur la traite emploie le mot gestation pour autrui, mais je veux dire, faut quand même savoir de temps en temps reconnaître les bonnes choses. Ce serait un pas énorme. Donc là, c'est pour ça que moi j'ai dit, mais arrêtez de critiquer trop, ou alors même, c'est pas le moment encore de dire que la formule ne convient pas. De toute façon, la formule, c'est ça ou rien. C'est que, dans le processus, là, on peut rêver d'une meilleure formule, mais c'est ça. Et donc moi, j'espère que cette directive va aller au bout, parce qu'à partir du moment où la GPA est déjà reliée par principe à la question de la traite, de toute façon, on pourra toujours discuter. Est-ce que la femme est exploitée ou pas? L'enfant, lui, il l'est systématiquement. Donc en fait, après, à nous d'argumenter pour prouver que la gestation pour autrui est toujours une forme d'exploitation. Et parce qu'en plus, la directive elle-même le dit, dès qu'un enfant est concerné, aucune condition n'est requise. On s'en fiche de savoir s'il y a des consentements. De toute façon, l'enfant n'est jamais consentant. On s'en fiche de savoir s'il y a des rémunérations. On s'en fiche, bon, toutes les conditions sautent. Donc voilà. Donc, mais enfin, il n'en reste pas moins que vous avez à l'échelon de l'Union européenne ces deux textes qui, en fait, finalement, ont des inspirations complètement contradictoires, et les deux sont à l'œuvre en même temps. Et puis, bon, globalement, l'Union européenne ne nous aide pas beaucoup. Mais enfin, la directive sur la traite, ça pourrait quand même être une très bonne nouvelle. Alors justement, je voudrais rebondir sur la petite phrase que vous avez dit. Vous étiez finalement assez optimiste. Parce qu'il va y avoir un effet domino. Alors vous répondez partiellement, j'ai l'impression, à la question. C'est qu'à un moment donné, la question de l'esclavage va peut-être être le déclencheur. Est-ce que vous arrivez à voir le moment où justement il va y avoir un effet domino inverse, où tout ça va s'écrouler?
qu'il y a aussi le transhumanisme qui arrive à grands pas, où on transforme l'homme par la technologie, où on produit l'homme par la technologie. Dans votre optimisme, il est où ce point où tout s'écroule? En fait, j'en sais rien, je ne sais pas. On verra, et bien malin celui qui le sait. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que chaque excès réveille une frange de la population différente. Bon, alors pas évidemment en nombre, mais de toute façon, c'est très bien que ce n'est pas le nombre ici qui décide. Et puis surtout, c'est que le temps permet à l'émotion de retomber, à la raison peut-être de fonctionner un petit peu, et surtout permet aux conséquences de se produire. Voilà, malheureusement. Donc malheureusement, tout ce qui était annoncé déjà depuis le début se produit. Donc la souffrance des personnes et de donneurs, les embryons congelés, là aujourd'hui, là maintenant, des jeunes qui sont nés de GPA qui commencent également à s'exprimer, qui disent en fait, moi j'ai tout simplement été acheté et vendu. Voilà, et c'est vrai que sur la question que j'ai évoquée tout à l'heure, de la transidentité chez les enfants, on a les jeunes détransitionneurs qui commencent à dire non, mais attendez, moi à 13 ans, je vous ai demandé de la testostérone, mais maintenant là j'ai 20 ans, j'ai plus d'utérus, plus d'ovaires, j'ai une voix grave, j'ai une barbe, et qu'est-ce que vous avez fait de moi? Et maintenant je sais. Voilà, donc c'est ce genre de témoignage-là, alors qu'il y a 10 ans, c'était impossible c'était inaudible plutôt pour maintenant, ce témoignage-là, personne ne peut dire qu'il est inaudible. Enfin, je veux dire, tout le monde est obligé de l'écouter. Alors, est-ce que ça suffit à emporter le morceau? Non, pas encore. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que toutes ces catastrophes qui se produisent, en réalité, eh bien, permettent de réaliser que finalement, les principes ou les technologies dont elles sont la conséquence étaient erronées. Voilà. Et donc, je ne sais pas quand, mais de toute façon, tout le monde est optimiste, parce que si vous n'êtes pas optimiste et que vous êtes là, vraiment, vous êtes fou. Sinon, mangeons et buvons tant qu'il est encore temps. Que faire à des colloques le samedi? Et franchement, ou alors vous êtes sadomasochiste, je sais pas, il y a un problème. Juste une petite réaction. Quand je te vois avec le titre « Prendre soin de la fertilité », je trouve ça extraordinaire que vous soyez tous là. Et je crois qu'on va devenir très, très tendance, puisque j'ai vu, et vous avez dû voir aussi qu'il y a 2-3 jours, je crois, Macron avait annoncé un grand plan contre l'infertilité. Voilà, un grand plan et des travaux contre l'infertilité. Donc, je trouve ça très, très beau. Justement, à nous d'expliquer que ce n'est pas un bilan de fertilité à 25 ans qui va faire quoi que ce soit. Justement, en fait, ils voudraient que pour eux, pour lutter contre l'infertilité, il faudrait que tout le monde congèle ses ovocytes, etc., pendant qu'ils sont encore en bon état. Donc, pour encore inciter les gens à reporter les grossesses, etc., enfin, justement, il y a un bon élan, là. Retrouver la fertilité, faire monter la natalité, très bien, mais justement, il y a tout un travail de discernement à faire sur les bonnes méthodes. Vraiment une dernière question. Oui, j'avais une question justement. Alors, j'aime beaucoup votre optimisme et j'espère l'être aussi. Mais quant aux femmes qui témoignent de leur IVG en disant mais moi, en fait, je me suis retrouvée coincée dans cette voie sans issue, sans avoir d'autres solutions, elles sont nombreuses à témoigner. Et pourtant, que fait-on de leur témoignage? Donc finalement, est-ce qu'on a la place ensuite pour écouter? Et au niveau médical, on va leur dire bah, tu l'as voulu, tu l'as eu, arrête de râler et dégage. Enfin, ça se passe comme ça dans les services hospitaliers. Donc c'est quand même... on a envie d'être optimiste et se dire mais oui, attendons un peu que ces personnes témoignent. Et finalement, là, on a quand même un gros recul sur l'IVG. Et celles qui osent témoigner, malheureusement, j'ai l'impression, peut-être que vous avez un autre regard, mais sont très peu entendues. Alors, c'est vrai que le témoignage ne va pas suffire. Je dis que le témoignage nous facilite la compréhension des erreurs. Et quand même, moi, je trouve que les témoignages des femmes qui ont avorté a vraiment libéré la parole sur l'avortement. C'est-à-dire que c'est un angle pour en parler. C'est-à-dire que tout le monde peut dire « je connais, j'ai des amis, etc. » Les femmes qui ont avorté, il y en a beaucoup qui souffrent. Et que c'est une manière de pouvoir réaborder la question et la remettre sur le devant de la scène. Et après ça, nous, c'est vrai qu'en France, la question de l'avortement est quand même très verrouillée. Mais vous savez, il y a des choses intéressantes. Regardez, aux États-Unis, sous le mandat de Barack Obama, l'avortement a baissé. Parce que les États-Unis sont pro-choix, y compris les pro-avortement. Ils veulent quand même que les gens puissent choisir. Mais quand on laisse aux femmes la possibilité de choisir, eh ben en fait, il y en a quand même pas mal qui choisissent de garder leur enfant. Et après ça, là, aux États-Unis, franchement, la situation était quand même catastrophique parce qu'il faut quand même imaginer, si on était en État fédéral européen, que l'Europe nous
nous oblige, les États avaient une obligation de légaliser l'avortement de façon quand même très, très, très libérale. Tout ce qu'a fait la Cour suprême des États-Unis, c'est qu'elle a juste dit, elle a rendu la liberté aux États en disant comme si la Cour européenne des droits de l'homme disait chaque État fait ce qu'il veut en matière d'avortement, ce qui est quand même le minimum, n'est-ce pas? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que mine de rien, nous, c'est vrai qu'on a l'impression que ça bouge pas beaucoup, mais il y a d'autres endroits où ça bouge, et ça bouge beaucoup. C'est pareil, la Croatie, les données sur l'avortement sont quand même intéressantes, parce que même sans changer la loi, ils ont divisé par je sais plus combien, que là, j'ai pas les chiffres en tête, je pensais pas qu'on allait parler de ça, donc j'ai pas, vous voyez, j'ai pas mes sources. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être dur, parce qu'en fait, on a affaire à un rouleau compresseur idéologique. C'est pas qu'il est inarrêtable. Moi, je crois pas du tout à une vision marxiste de l'histoire, comme quoi il y aurait un sens de l'histoire. Ça, c'est archi faux. C'est pas que le rouleau compresseur est inarrêtable, mais c'est qu'il a vachement d'élan. Il est en roue libre depuis plusieurs siècles. Donc forcément, il y a des grains de sable ou alors carrément des cales qui sont mises au fur et à mesure, mais il continue, mais enfin, il est quand même en train de tousser sérieusement là, hein, franchement. Non, mais c'est vrai, on le voit bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est moi qui ai pris de l'assurance ou quoi, mais pour moi, c'est beaucoup plus facile d'aborder beaucoup plus de sujets qu'il y a 10 ans. Parce que là, on était juste les méchants qui voulaient empêcher les gens d'être heureux. Aujourd'hui, quand même, on a des éléments tangibles, visibles, qui accréditent en effet la prudence à laquelle on peut inviter les gens sur tous ces sujets-là. Voilà. Donc, merci beaucoup, ça ne va pas Aude. se faire tout seul. Ça va pas se faire tout seul. Aude nous fait le plaisir de rester déjeuner, donc si vous avez des questions, vous pourrez lui poser.